Tech Talk qui a lieu lundi au lieu de dimanche. YouTube, vous pouvez dire bonjour, enfin plutôt le chat, vous pouvez dire bonjour à YouTube. Pendant que je vous parle un petit peu de ce programme du Tech Talk, on va parler Nvidia. On va passer en long et en large la conférence. Enfin, plutôt ce qu'ils ont annoncé à la conférence, ce qu'ils n'ont pas annoncé à la conférence, les questions qui restent en suspens, 2-3 explications sur le ray tracing, sur le DLSS, etc., etc. Ensuite, on parlera des prix pour les prochains Intel et d'une nouvelle technologie. C'est pas du tout vrai. On parlera des FreeSync ensuite et on va finir sur du Devil May Cry 5 qui s'est montré lors de la Gamescom et qui a l'air vraiment d'arracher des culs. Voilà. Alors, on va commencer tranquillement. Et je vais aller me moucher pendant environ 5 secondes. Tout d'abord. Voilà. Donc, ce que je disais, on va commencer tout de suite avec, bien évidemment, Nvidia, qui, lundi dernier, lors de sa conférence à la Gamescom, a annoncé la nouvelle série des cartes graphiques, les RTX 2000. Forcément, nouvelle architecture pour ces cartes graphiques à l'architecture Turing. Ils ont annoncé la 2070, la 2080 et la 2080 Ti. Les specs sont directement ici, bien évidemment. On a différentes specs suivant si les cartes sont des Founders Edition ou les éditions qui sont données aux constructeurs pour les versions custom. C'est-à-dire que les Founders Edition, comme vous pouvez le voir ici, vont être overclockés d'environ 100 MHz sur la fréquence de boost et vont également avoir un TDP un petit peu supérieur, donc de 10 watts. On est sur 260 à la place de 250 par rapport aux versions standard. Également, le prix est légèrement supérieur puisque les Founders Edition, par exemple, sur la 2080 Ti se vendent à 1259 € ou 1200 $ et 1196 Non. 1119 pour la version Founders, donc quasiment 1200, et ce qui se traduit par 1259 €, alors que la version standard, custom, non Founders Edition de la 2080 Ti est à 1000 $. La 2080 est quant à elle à 700 $, sauf pour la Founders Edition qui est à 800, donc 100 $ de plus, et 499 $ pour la RTX 2070, et 600 pour la version Founders Edition, donc toujours 100 $ de plus, et toujours un petit peu plus overclock. Nvidia a également introduit une nouvelle métrique, si on peut appeler ça comme ça, une nouvelle mesure pour les performances, parce que comme leur architecture a changé, que en plus d'avoir une partie du chipset graphique qui est pour les shaders, eh bien ils ont rajouté une partie pour le ray tracing et une partie pour l'IA et l'intelligence, et les réseaux de neurones. Donc ce qui est un petit peu un gros changement dans l'architecture, parce qu'il faut savoir qu'avant tout le bloc du chipset graphique s'occupait des shaders et des calculs pour les graphismes. Tout ce qu'il faisait, c'était des calculs à virgule flottante, donc c'était tout des opérations sur des nombres flottants et des opérations sur des entiers qui se faisaient tout sur le même bloc de calcul. Là, ce qu'a fait Nvidia, c'est qu'ils ont comme divisé en 3 leur chipset. Il y a une partie qui s'occupe exclusivement des shaders avec beaucoup de puissance, beaucoup de Q d'accord et de la puissance en teraflops et en tips. Donc ils ont encore séparé. En plus là-dedans ils ont encore séparé. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va faire des opérations sur des nombres flottants et une partie qui va faire des opérations sur des entiers. Ce qui fait que maintenant ils peuvent faire 2 trucs en parallèle. Les opérations sur les entiers et les opérations sur les flottants. Voilà. Et en plus de ça, ils ont rajouté une partie où il y a des cœurs pour le ray tracing, ce qui s'appelle les RT Core, qui permet de faire tous les calculs pour le ray tracing, et une troisième partie où il y a des Tensor Core, qui permet de faire tous les calculs pour tout ce qui est intelligence artificielle, réseau de neurones, etc. etc. Donc, quand même un gros changement au niveau de l'architecture pour Nvidia, et suite à ça,
ils ont comme introduit une nouvelle métrique qui s'appelle des gigaray par seconde et tout ce qui est des RTX operations par seconde. Donc en gros, 10 gigaray, ça veut dire qu'ils font le nombre de rayons qu'ils arrivent à calculer par seconde. Chaque carte, le nombre de rayons que chaque carte arrive à calculer par seconde pour les opérations de ray tracing. Et pareil pour les RTX operations, c'est le nombre d'opérations de ray tracing que peut faire la carte par seconde. Donc on est sur 78 teraflops ray tracing opérations par seconde sur la 2080 Ti, ce qui est assez énorme comme chiffre, et surtout en fait, ce qui ne veut pas dire grand-chose pour le commun des mortels. C'est ça le gros problème de ces cartes, c'est que Nvidia sont bien gentils, je les comprends sur le fait que comme ils ont complètement changé leur architecture, que c'est maintenant divisé en 3 blocs qui font des opérations différentes, qui sont dédiés à des calculs différents, ben, il faut trouver un nouveau moyen de mesurer les performances de la carte pour que différentes cartes puissent être comparées entre elles. Sauf que ben, ces nouvelles mesures, elles s'appliquent que sur les cartes qui ont du ray tracing. Parce que clairement, les anciennes générations qui n'ont pas de cœur pour le ray tracing, eh bien, ont des scores totalement à chier en nombre d'opérations ray tracing et en gigaray par seconde, parce qu'elles ne sont pas faites pour ça. Donc, tu ne peux pas comparer les anciennes cartes avec les nouvelles en utilisant cette métrique qu'a introduite Nvidia. Ce qui est, du coup, complètement con quand tu essaies de savoir si les nouvelles cartes valent le coup ou pas. Ça, c'est mon point de vue un petit peu personnel. Mais en soi, c'est totalement légitime d'introduire une nouvelle métrique. Parce que le truc change, donc il faut une nouvelle façon de mesurer les performances. Parce que c'est plus juste des teraflops par seconde. Avant, la puissance brute des cartes, c'était « Oh bah celle-là, elle fait 10 teraflops par seconde, celle-là fait 12 teraflops par seconde. » Maintenant, ça suffit plus. Parce que tu as une partie qui va faire 14 teraflops par seconde, une partie qui va faire 10 Tera de RTX opérations par seconde, et tes Tensor Core qui vont faire 120 teraflops par seconde. Sauf que c'est des Tensor Core, du coup ils font pas des shaders. Enfin bref, vous comprenez un peu le délire. C'est bien d'introduire une nouvelle métrique, c'est nécessaire pour les nouvelles cartes et pour les générations futures. Le problème c'est que là, ça n'a aucun sens par rapport aux anciennes, donc c'est un peu stupide. Tout ça pour dire que la conférence Nvidia était essentiellement aussi axée sur le ray tracing. C'était vraiment le gros point sur lequel ils voulaient mettre le doigt, parce que aussi c'est très important. C'est un énorme gap, c'est un énorme fossé qui a été franchi pour les graphismes sur PC, le ray tracing. Et là, j'invite quiconque voudrait me contredire à le faire. Mais je pense que pour les devs, pour tous ceux qui font du rendu 3D et des graphismes, ils savent très bien de quoi je parle. Le ray tracing, c'est un truc qui existe depuis extrêmement longtemps. Personne n'a jamais été capable de le faire en temps réel. Et c'est une des technologies les plus puissantes et les meilleures pour tout ce qui est rendu de la lumière, rendu des ombres, et aussi, surtout, les plus fidèles à la réalité. Et c'est ce qui va permettre d'avoir genre des graphismes qui sont à un autre niveau. Peut-être pas tout de suite, c'est sûr que ça va pas arriver. Là, maintenant, dans 2 mois, vous n'allez pas avoir des jeux qui sont complètement photoréalistes, mais c'est une grosse étape dans cette direction qui a été franchie, et ça, c'est extrêmement important. Enfin, extrêmement important, ça dépend si vous voulez que vos jeux soient réalistes ou pas et qu'ils soient plus beaux, mais je trouve que c'est genre un énorme pas en avant d'un point de vue technologique. Et Nvidia a voulu mettre le point là-dessus, genre très clairement, et d'un côté c'était bien, d'un côté c'était pas ce que les gens attendaient. Les gens voulaient des performances, voulaient voir des performances, voulaient voir comment les cartes, si les cartes étaient puissantes ou pas par rapport aux anciennes générations sur les jeux qui n'avaient pas le ray tracing. Parce que, faut se mettre d'accord, tous les jeux à l'heure actuelle n'ont pas la technologie de ray tracing. Il y en a certains qui vont sortir, qui vont l'avoir prochainement, mais c'est surtout les jeux futurs qui auront la technologie de ray tracing. Parce que je pense que beaucoup de jeux vont adopter cette technologie. Parce que, comme je le dis, c'est quand même, c'est the next step, tu vois, c'est genre, les jeux vont commencer à le faire, c'est obligatoire. S'ils veulent avoir des graphismes qui soient de plus en plus beaux, on va un peu oublier l'occlusion ambiante, puis on va partir sur un mix entre le ray tracing et de l'occlusion ambiante pour avoir un truc qui soit en même temps hyper beau, mais en même temps pas trop gourmand non plus en perf. Donc, ils ont mis l'accent sur ça. D'ailleurs, c'est pour ça que les cartes s'appellent RTX et non plus GTX. Voilà.
c'est juste la petite parenthèse, les cartes s'appellent RTX, notamment pour mettre le doigt sur le fait que maintenant c'est du ray tracing. C'est les premières cartes à pouvoir faire du ray tracing en temps réel et avoir ce qu'ils appellent des RT-Cœurs. C'est pour ça que les cartes ne sont plus GTX mais RTX. Donc RTX 2070, RTX 2080, 2080 Ti. Il faut savoir que les 2060, 2050 vont sortir plus tard dans l'année, certainement peut-être décembre, janvier, voilà, mais c'est toujours plus tard. Les versions milieu et entrée de gamme des nouvelles générations sortent généralement 4 à 5 mois après les versions plus haut de gamme. Et ces versions-là seront des GTX, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas certainement les cœurs pour le ray tracing et certainement pas les tensor core. Donc je pense que ça va être ça. Je ne suis pas sûr, mais normalement ces autres cartes-là sont censées s'appeler des GTX et pas des RTX. On n'en est pas sûr, mais ça se pourrait. Ça se pourrait que le RTX soit seulement réservé aux cartes un petit peu plus haut de gamme. Voilà. Également, comme c'était prévu, Nvidia a complètement revu son design au niveau des Defenders Edition. On est parti sur du dual ventilateur, donc double ventilateur, avec une carte qui a complètement été refaite d'un point de vue conception. Personnellement, je la trouve quand même pas dégueu. Je la trouve beaucoup plus belle que les anciennes Founders Edition. Voilà, ça c'est mon avis perso. Elle est peut-être pas aussi belle que certaines des customs, c'est sûr. J'aurais attendu qu'ils mettent du RGB sur le logo GeForce RTX. Clairement, ça vous coûte rien de mettre du RGB sur ce putain de logo plutôt que de le laisser en vert. Mais sinon, le reste, je trouve que c'est quand même une bonne amélioration. La backplate a l'air nice, etc., etc. Autre changement, pas mal crucial, ils ont enlevé les ports SLI sur les 2070. C'est-à-dire que pas possible de faire du SLI sur les 2070. Et par contre, pour faire du SLI sur les modèles supérieurs, 2080, 2080 Ti, ça ne s'appelle plus SLI. En tout cas, on passe plus par un connecteur SLI standard, on passe par un connecteur NVLink un petit peu modifié, qui est une dérivation du connecteur NVLink professionnel qu'utilise Nvidia pour les cartes Quadro, etc., etc. Donc c'est un truc un petit peu plus haut de gamme qui permet d'avoir une énorme bande passante entre les deux cartes. Par contre, ça coûte un petit peu cher. Voilà. Je pense que le pont coûte environ 50 balles ou 60 balles. Donc bon, pas forcément une bonne idée de faire du multi-GPU avec les nouvelles cartes. Bon, le RTX. Le RTX, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de calculer les lumières et les ombres, grosso modo. C'est la traduction légitime et la traduction directe du RTX et du ray tracing, c'est le tracé de rayons. Et ça porte très très bien son nom, parce que ce que va faire cette technologie, c'est qu'elle va simuler et suivre un rayon de lumière et du coup calculer chaque fois qu'il rencontre quelque chose. Ce qui est en soi pas du tout très con. C'est-à-dire que vous allez avoir votre point de vue de caméra, et là, de ce point de vue de caméra-là, de votre jeu, là, vous voyez un petit cadre de votre jeu, vous avez votre écran, ils vont faire partir plein de rayons, et ils vont suivre chaque rayon, et dès que le rayon va interagir avec un polygone, aka une surface du jeu, que ce soit une table, un mur, un objet, un autre personnage, etc., etc., ça va toucher le polygone. Sur ce polygone-là, bien évidemment, comme ça va par exemple une chaise, prenons une chaise, vous avez un rayon qui va taper dans le haut d'une chaise. Là, ça va dire, ah, ça là, je tape dans ce polygone a des propriétés physiques, donc c'est du bois, ça a un coefficient de réfraction, un coefficient de réflexion, de diffusion, etc., etc. Plein de trucs, plein de propriétés physiques par rapport qui vont genre gérer le comportement de la lumière. Est-ce que le matériau réfléchit la lumière? À combien? Est-ce que le matériau absorbe la lumière? Si oui, combien? Est-ce que le matériau réfracte la lumière? Si oui, combien? Etc. Donc ça va toucher le truc, et puis là, ça va voir si cet objet est directement, genre il y a une source de lumière qui arrive à cet objet, ou pas. Ou si cet objet est dans l'ombre d'un autre rayon. Et en gros, ça va remonter chaque rayon, interagir avec chaque polygone que ça touche, créer d'autres rayons dépendamment de la réflexion, de la réfraction, recalculer tous ces rayons-là et essayer de les ramener directement à la source de lumière. Ce qui permet du coup de savoir pour chaque polygone de chaque objet
tout ce qui est son niveau de réflexion, son niveau d'exposition par rapport à la lumière directe, par rapport à la lumière indirecte, si c'est dans des ombres d'autres objets, si ça reçoit de la lumière depuis un autre objet également qui est à côté, etc. C'est très très compliqué, extrêmement compliqué, c'est essentiellement juste de la physique, mais je peux vous dire que c'est une des simulations les plus exactes qu'on ait de la réalité pour le comportement de la lumière, ce qui fait que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des trucs qui soient photoréalistes avec du ray tracing, et c'est pour ça que 3/4 des cinématiques, voire même 99,999% des cinématiques, sont faites avec du ray tracing. Voilà. Pour l'instant, ces trucs-là, bien évidemment, Nvidia a fait un espèce pas de programme, mais a fait une API qui s'implémente au-dessus de DirectX, qui permet aux développeurs d'interagir directement avec le ray tracing et d'appeler des fonctions de ray tracing pour l'implémenter dans leur jeu, en passant genre par DirectX. Voilà. Le truc principal, c'est que selon eux, le ray tracing, tu pourras l'activer ou le désactiver dans les jeux. Ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire que si tu veux pas avoir le ray tracing dans ton jeu qui le supportera, tu le désactives. C'est comme une fonctionnalité de GameWorks. C'est comme AirWorks de Nvidia. C'est comme, je pense que c'est le truc pour la fumée, je sais plus comment ça s'appelle, de Nvidia également, où ils ont genre simulation de particules de fumée. Toutes les options GameWorks, dans les jeux, tu peux les désactiver. RTX, ça sera pareil. Soit tu l'actives, soit tu le désactives. Si tu l'actives, techniquement, c'est pas censé baisser tes performances en jeu parce que c'est censé tourner sur les cœurs qui sont faits pour ça, les RTX cœurs, sur les nouvelles cartes graphiques, bien évidemment. Sur les anciennes, je pense que ça va galérer et je pense pas que le RTX sera disponible sur les anciennes cartes via les panneaux de setting des jeux, parce que je pense que ça sera genre désactivé dans les drivers ou quelque chose comme ça. Non, il y a Physics pour les particules, mais c'est pas Physics. C'est un autre truc. GameWorks, ça fait un autre truc pour la simulation des fluides. Il y a WaveWorks pour la simulation des vagues. Il y a un autre truc pour la simulation des fumées, et je sais plus son nom. J'ai oublié. Mais bref, vous voyez peut-être de quoi je parle. Je vais juste vous faire une recherche très très rapide. GameWorks Nvidia. Alors, GameWorks. Non, c'est pas ça. Nvidia GameWorks. Il y a le WaveWorks, AirWorks, Flow. Je pense que c'est Flow ou c'est... Je pense que c'est Flow. Il y a un truc qui s'appelle Flow et qui permet d'avoir des simulations de fluides très 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 réalistes. Il y a toute une espèce de bibliothèque GameWorks avec beaucoup d'effets visuels qui sont améliorés, tout ce qui est physics également, etc. etc. Bref. Donc, sur ces RTX, bien évidemment, comme je le disais, vous allez avoir des CUDA Core, des CUDA Core qui sont dédiés pour le calcul des shaders et du rendu 3D en général, des cœurs qui sont appelés des Tensor Core qui sont dédiés pour le calcul, tout ce qui est le calcul au niveau intelligence artificielle et réseau de neurones, et des cœurs qui sont des RT cœurs qui sont dédiés pour le calcul du ray tracing. Ce qui se passe, je vais parler d'abord un petit peu, donc voilà, ça c'est les principales nouveautés des GeForce RTX. Des nouveaux cœurs RT pour le ray tracing qui permettent justement d'avoir du ray tracing en temps réel, avec des ombres, des réflexions, des réfractions et une illumination globale réaliste. Des Tensor Core pour faire du calcul de réseau de neurones à la volée, donc comme ça, tac. Avec les Tensor Core, ça se fait beaucoup plus rapidement qu'avec les CUDA Core. Ça, c'est un autre point assez important. C'est que Nvidia va inclure dans ses drivers un framework, pas que dans ses drivers, aussi dans ses modules de développement, un nouveau framework graphique basé sur les réseaux de neurones qui s'appelle le NGX ou Neural Graphical Framework, je pense. Je pense que c'est le nom de code pour ça. Donc, framework pour les réseaux de neurones, enfin, framework graphique à réseau de neurones. Ce qui permet du coup d'intégrer l'intelligence artificielle dans la file de rendu du GPU. Et ce qui permet d'avoir des algos d'intelligence artificielle et de réseaux de neurones qui vont analyser l'image et générer l'image
pour l'améliorer. La première technologie qu'NVIDIA a montré avec ça, ça s'appelle le DLSS, ou le Deep Learning Super Sampling, qui en gros permet de faire du super sampling par réseau de neurones. C'est un peu comme faire de l'anti-aliasing en beaucoup mieux. Voilà. C'est comme, je pense que c'est une technologie qui peut clairement remplacer l'anti-aliasing classique. Parce que le super sampling, c'est le fait de rendre une image à une résolution beaucoup plus élevée que son output normal, et ensuite de la remettre à la taille de l'écran. C'est-à-dire que par exemple, faire le rendu d'une image en 10K pour ensuite le remettre sur un écran 2K. Faire le rendu d'une image en 4K pour ensuite le remettre sur un 1080p. Et ce qui fait que quand tu augmentes le nombre de pixels d'une image, évidemment, tu as beaucoup moins l'effet crénelé qui est censé combler l'anti-crénelage, alias anti-aliasing en anglais. Parce que voilà, quand tu as des gros pixels, du coup tu as des gros carrés pour faire des surfaces arrondies. Si tu augmentes le nombre de pixels de ton image, donc tu super samples ton image, tu mets genre 4 millions de pixels à l'intérieur, et ensuite tu downscale ton image en 1080p, et tu as toujours tes 4 millions de pixels à l'intérieur qui sont genre downscale, tu auras des surfaces beaucoup plus arrondies, sans forcément utiliser d'anti-aliasing. Et c'est ça qu'NVIDIA essaie de faire avec le DLSS. Et c'est pour ça qu'ils vont utiliser les Tensor Core pour faire des opérations d'intelligence artificielle, notamment pour utiliser cette technologie de DLSS. Et ça, encore une fois, c'est une technologie qui doit être mise en place par les développeurs et supportée par le jeu et par les drivers, etc. Donc c'est pas inné sur tous les jeux. Mais c'est un truc qui, du coup, te permet de désactiver totalement l'anti-aliasing, d'avoir une image qui soit de bien meilleure qualité, sans impacter les performances de ton jeu théoriquement, parce que ça tourne sur des cœurs, sur une partie de ton GPU qui est faite pour ça, et qui a une puissance de calcul phénoménale pour le deep learning, qui sont les Tensor Core. Et ce que fait NVIDIA, c'est qu'ils entraînent avec des supercalculateurs qu'ils ont chez eux, donc tous les supercalculateurs, leurs serveurs, etc., ils entraînent un modèle de réseau de neurones à créer ce super sampling et à créer ces images de meilleure qualité en lui donnant genre une image parfaite. Je te donne une image parfaite, et ensuite ça va générer genre des images super samplées de bien meilleure qualité qui vont essayer de répondre au maximum à cette image parfaite là. À partir d'une output en 1080p, c'est comme je te donne une output en 1080p qui est toute crénelée. Tu vas me créer une image de bien meilleure qualité en 4K qui aura beaucoup moins de crénelage, et ensuite on la downsample. Tu fais un super sampling et ensuite on la remet sur du 1080p. C'est hyper intéressant, c'est hyper ingénieux comme technique, mais il faut que ce soit supporté par les devs. Mais en soi, ça te permet d'avoir des images de meilleure qualité, non crénelées, à genre 0 coût en performance, parce que ça tourne sur les Tensor Core. Et une fois que NVIDIA a traîné ces modèles, a créé ces modèles sur leur supercalculateur, ils prennent le modèle et ils le mettent dans leur driver, qui du coup est dans leur carte, et ce modèle du coup va tourner sur les cartes, sur les Tensor Core, si c'est possible. Ça, c'est un petit peu, je sais, c'est pour me faire une idée, ça, c'est un petit peu compliqué. Non, en fait, ça remplacera le A. Oui, ça peut carrément remplacer le A, l'anti-aliasing. Le 10K, c'est pas un peu trop. 10K, non, je dis 10K, c'est un exemple. C'est un exemple. Je sais pas à combien ils super sample, parce que de toute façon, je pense pas qu'ils aient le choix, parce que je pense que c'est les réseaux de neurones qui choisissent à combien il va super sampler pour que ce soit le plus optimal pour le jeu auquel tu es en train de jouer. C'est-à-dire qu'il va peut-être super sampler en 2K sur certains jeux, en 4K sur d'autres jeux, dans des résolutions bâtardes sur d'autres jeux, etc. Mais en plus, ce que peut faire le réseau de neurones, ce qu'a montré le mec de NVIDIA lors de la conférence, c'est que il peut être utilisé aussi dans la pipeline pour créer des pixels qui n'existent pas, ou pour finir de faire le rendu de l'image. C'est-à-dire que, imagine, ton GPU a commencé à calculer plein de pixels, etc., mais il en manque quelques-uns. Là, normalement, selon ce qu'il dit, ils peuvent utiliser leur réseau de neurones et le deep learning pour générer les pixels qui manquent sur ton image, ce qui pourrait du coup accélérer la fin du rendu. À voir ce que ça donne en jeu au niveau des performances. Ensuite, les nouvelles cartes ont
de la mémoire GDDR6, ce qui du coup est un boost par rapport à l'ancienne génération qui était en GDDR5X, avec des bandes passantes qui sont de 50 à, je pense, c'est 30 à 50% plus rapides. Et ils ont une nouvelle architecture au niveau des shaders. Voilà. Jusque-là, pas grande nouveauté. Jusque-là, ça va. Apparemment, il y a un petit décalage au niveau du son. Je vais essayer de régler ça, mais je ne promets rien du tout. Propriété audio. Alors. Est-ce que là, c'est mieux? Je ne pense pas, je ne sais pas. Donc, au niveau de la sortie de ces cartes, là, ça se complique un petit peu. Les RTX 2080 vont sortir le 20 septembre et vont être envoyés en très grande quantité par Nvidia le 20 septembre. Voilà. Il y a des petites quantités qui vont être envoyées, notamment aux gens qui font des reviews, à la presse spécialisée, à partir du 10 septembre. Voilà. Sachant que les tests ne pourront pas sortir directement. Les RTX 2080 Ti vont quant à elles sortir le 27 septembre. Elles seront shippées, envoyées le 27 septembre en grosse quantité. Et il y aura également des petites quantités qui seront envoyées le 15 septembre à tout ce qui est presse spécialisée et testeurs. Les 2070, celles que certainement la plupart des gens attendent, je pense que les 3/4 des gens sont plus hypés pour les 2070 que pour le reste parce que c'est celles qui seront le plus abordables d'un point de vue performance-prix. Elles, pour l'instant, on n'a pas d'informations. Ils les ont juste annoncées. Ils n'ont pas dit quand elles sortaient. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris dans la conférence quand ils ont dit ça sort le 20 septembre. À chaque fois qu'ils disent ça, c'est pour la version 80. C'était la 1080, la 980. Généralement, ils n'annoncent pas la sortie de la version 70 lors de la conférence parce qu'elle sort plus tard. Là, c'était le cas. Ils ont révélé les specs, le prix, mais pas la date de sortie. La 2070, elle est attendue pour fin octobre, début novembre. Voilà, pas avant en tout cas. Donc prenez votre mal en patience, mais la 2070, ça sera certainement début novembre. Voilà, voilà. Bon. Alors. On va repasser un petit peu sur le RTX. Le RTX, c'est bien beau. C'est tout nouveau, ça marche bien, etc., etc. Le problème, c'est que c'est pas forcément compatible avec tous les jeux. Et quand Nvidia parle de RTX, il parle pas forcément de ray tracing. Le RTX, selon Nvidia, comme ils l'ont présenté dans la conférence, on dit voilà, tous les jeux suivants, ils ont montré un panel de jeux où il y avait une vingtaine de jeux, vont être compatibles RTX. Moyen, moyen, moyen. C'était pas tout compatible RTX. Il y en a qui étaient compatibles ray tracing et d'autres qui étaient compatibles DLSS. Puis certains étaient compatibles avec les deux. Mais Nvidia a dit tout ça c'est compatible RTX. En gros, leur package RTX, ça inclut le ray tracing et aussi tout ce qui est intelligence artificielle. Donc DLSS pour l'instant. Comme je disais, ray tracing destiné à améliorer la qualité des réflexions et de l'éclairage ambiant, accéléré par les tout nouveaux RT Core. Et de l'autre côté, on a les Tensor Core qui peuvent gérer un nouvel algorithme de débruitage de l'image et une nouvelle forme d'anti-aliasing baptisée le Deep Learning Super Sampling. Donc, sur les 21 jeux qu'ils ont montrés, certains n'ont pas le ray tracing comme vous pouvez le voir, certains n'ont pas le Deep Learning Super Sampling et certains ont les deux. Les seuls jeux qui ont les deux, c'est ceux qui ne sont pas encore sortis et je pense qu'ils sont encore pas mal en développement. Justice, JX3, MechWarrior et Atomic Heart. Arc va seulement avoir le Super Sampling. Assetto Corsa, juste le Ray Tracing. Battlefield 5, juste le Ray Tracing. Dauntless, juste le DLSS. FF15 va juste avoir le Deep Learning Super Sampling. Hitman 2 également. Isle of Nine également. Metro Exodus, le Ray Tracing pour le coup, parce qu'ils ont fait une démo dessus. PUBG, pas de ray tracing, mais par contre, le Deep Learning Super Sampling. Project DH, ray tracing. Shadow of the Tomb Raider, ray tracing, mais pas super sampling, etc., etc. Voilà, voilà. Donc, comme vous voyez, RTX, également, c'est un petit peu flou. C'est un petit peu flou au niveau de la dénomination, parce qu'au final, ça englobe pas que le ray tracing selon Nvidia, ça englobe aussi d'autres technologies. Ce qui intéressait
essentiellement les gamers, et ce dont Nvidia n'a pas du tout parlé pendant la conférence, c'est les vraies performances en jeu. C'est bien de mettre une nouvelle métrique, c'est bien de montrer toutes les possibilités du ray tracing, c'est bien de montrer que les nouvelles cartes peuvent faire du ray tracing en temps réel, mais les gens voulaient voir des performances, des comparaisons côte à côte entre une 1080 et une 2080 avec des settings graphiques égaux et voir les FPS sur les deux cartes, savoir c'était quoi le boost en performance. Chose que Nvidia n'a pas du tout fait. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Là, ils sont complètement stupides là-dessus, parce que c'est ce que 80% des gens attendaient. Avoir des comparaisons, genre pouvoir comparer des pommes avec des pommes, quoi. Tu compares pas des pommes avec un Mac, même si les deux ont le même logo. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Il y en a une, tu peux la manger, l'autre, tu peux pas. Il y en a une qui brille. Bon, l'autre, elle peut briller aussi un petit peu. Il y en a une, tu dépenses une fortune, l'autre, non. Bref. Ils n'ont pas montré de comparaison comme ça. Genre, je pense que c'est ce qui a vraiment déçu la plupart des gens. C'est cool, vous nous montrez du ray tracing, mais en attendant, vous sortez des cartes qui valent 20 à 40% plus cher que la génération précédente, mais on n'a vu aucun benchmark et on ne sait pas quelles sont les performances de ces cartes par rapport à l'ancienne génération. Et ça, c'est une des grosses questions qui se posent. Une des grosses questions qui se posent et qui me fait vous dire, n'achetez pas et ne précommandez pas ces cartes avant d'avoir vu des benchmarks par plusieurs testeurs, par plusieurs sites, etc. etc. Genre, vous ne fiez pas seulement à un benchmark, hein. Allez en voir plusieurs. Et surtout, ne précommandez pas ces cartes avant d'avoir vu des benchmarks de façon exhaustive, parce qu'il y a beaucoup de choses à benchmarker. Et là, je vous dis, c'est pas juste t'allumes un jeu et tu benchmarks. Non, il y a beaucoup plus de trucs à penser. Beaucoup plus de trucs, notamment parce que l'architecture a changé. Et ça, je vais vous en parler. By the way, hein, j'en ai précommandé une, évidemment, mais ne faites pas comme moi. J'en ai précommandé une pour la tester. J'ai absolument pas besoin de la puissance d'une RTX 2080 Ti. Absolument pas. Absolument pas. Mais je l'ai précommandé pour pouvoir faire des tests en long, en large et en travers. Voilà. Et peut-être qu'à un moment, si mes tests marchent bien, on m'en enverra une. Golemite, tu vas te faire ban. C'est le ban qui va tomber. Je vais devoir aller sur YouTube et te ban. Ça va être comme ça. Ça va être... Voilà. Voilà. Je pense que j'ai réussi. Yes. I made it. Bam. C'est bon. Il est bam. Il est ban. Il est ban. Il est tout à fait ban. Vous inquiétez pas, je le voyais. J'ai vu les messages, j'ai fait genre, non, toi, c'est un petit ban. Je me suis sacrifié pour la science. Exactement. Non, il y a beaucoup de tests à faire. Nvidia est un petit peu revenu sur ses pas, enfin, dans le sens où, zut, on n'a pas présenté de benchmark, tout le monde est genre en mode, ils n'ont pas fait de benchmark, oh mon dieu, Nvidia, on n'achètera jamais vos cartes. Du coup, ils ont essayé de sortir quelques trucs. Ils ont notamment sorti cette image où ils montraient les performances, le nombre de FPS en jeu en 4K HDR 60 Hz avec la 2080. Vous voyez qu'on a des performances qui sont quand même pas dégueu. 60 FPS, 73 sur Hitman, 93 sur Call of Duty Modern Warfare 2, 67 sur Mass Effect Andromeda, 84 sur Battlefield 1, etc. etc. C'est quand même des bons chiffres pour de la 4K HDR, sachant que le HDR enlève à peu près 10% de performance par rapport au non HDR. C'est quand même des bons chiffres. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui du coup ont vu ces chiffres et ont fait les tests avec leur 1080 en 4K pour voir s'ils arrivaient à obtenir des performances similaires. Et il faut savoir que si tu descends un petit peu la qualité graphique des jeux avec la 1080, si tu te mets en moyen high, voilà, qualité graphique moyen ou élevé, en faisant un petit mix des deux, sur les jeux qui sont présentés ici, tu atteins les mêmes chiffres avec une 1080. Donc c'est pour ça que sortir ça, ça part peut-être d'une excellente intention Nvidia, mais vous êtes vraiment stupide. Vous êtes vraiment stupide. C'est prendre les gens pour des cons un petit peu. Parce que sortir ce truc-là sans donner la qualité graphique dans laquelle tournent les jeux, ça ne veut absolument rien dire. Rien. Là, je vous parle de quelqu'un qui a fait un master en ingénierie et de la recherche.
Ça, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Tu présentes ça en soutenance de thèse ou n'importe quoi à des industriels ou n'importe quoi, tu leur présentes ça en disant «Ah, voilà les chiffres». Ils vont te dire «What? Tu te fous de ma gueule». C'est genre, il manque une composante principale du truc qui est genre, c'était quoi tes settings graphiques? Parce que moi aussi, je prends une 1060, bon, peut-être pas une 1060, je prends une 1070, je mets tout en minimum, j'ai les mêmes performances que ça, enfin, j'ai les mêmes chiffres que ça. Puis je peux te dire, bah ouais, 1070, 4K, HDR, j'ai les mêmes perfs, hein. J'ai les mêmes perfs. Tu m'as pas donné la qualité graphique. M'en fous, je sors les mêmes chiffres. Voilà. Donc c'est pour ça que cette image, c'est peut-être super, hein, mais ça se trouve, ça tourne en ultra, ce qui serait génial. Mais pour l'instant, ça ne veut absolument rien dire. Ça n'a aucun sens. Voilà. Puis pareil, ils ont essayé de sortir un autre graphique, celui-là, qui montre en gros la puissance d'une 2080 ou 2080 avec l'utilisation du DLSS, donc du Deep Learning Super Sampling, face à une 1080. Alors bon, plusieurs problèmes encore. Qualité graphique qui n'est pas du tout spécifiée. Aucune option graphique spécifiée. Donc là déjà, ça n'a plus aucun sens. Parce que tu peux te dire, ok, le DLSS, ça a l'air d'être génial. Ça booste les performances en jeu de genre 50%. Le truc, c'est que le DLSS, c'est censé être une technique qui remplace l'anti-aliasing. Donc si de base, tu n'utilises pas d'anti-aliasing et que tu actives le DLSS, est-ce que tu as des performances en plus? Je ne pense pas. Parce que tu peux pas créer des performances avec une... Genre, tu rajoutes un truc qui est censé améliorer ton image, tu vas pas avoir des performances en plus. Voilà. Là, c'est marqué que les données ont été mesurées en 4K. À la limite, ça, pourquoi pas. Là, il y a un magnifique axe Y sans aucune unité. Hein, les unités, chez NVIDIA, ils ne connaissent pas. Bon, tu réfléchis 2 secondes, tu comprends que très certainement, à 90%, c'est une mesure relative des performances, c'est-à-dire que ça, c'est du 100%, c'est du 1. Genre, imagine, tu as 1080 et tu as 100 FPS, c'est ton 100% ici, et ta 2080 serait à 150 FPS, donc 50% supérieur, donc 1.5. 2, ça serait le double des performances. Tu comprends que c'est un rapport des performances par rapport à la 1080 où tout est mis à 1 sur la 1080. La 1080 est genre pris comme une référence et après c'est genre un pourcentage supérieur. À la limite, ça va. Ça se comprend assez bien. Mais c'est quand même pas très clair pour le commun des mortels. Mais par contre, voilà, ne pas mettre la qualité graphisme dans lequel ça tourne, c'est encore une fois super stupide. Parce que là, moi je me dis, ok, imagine, tu mets pas l'anti-aliasing dans tes jeux. Jamais. Avec ta 1080. Si tu prends une 2080, que tu la fais tourner avec la même qualité graphique, tu auras peut-être un petit boost de performance en plus. Oui, tu auras certainement un boost de performance en plus. Peut-être que tu vas arriver à ça, là, par exemple, sur... c'est quoi, là, ici? On va prendre ça. On va prendre GX3. Ok. Attendez, je vais essayer de vous mettre... Ah, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez. Ici, on va prendre Final Fantasy 15 HDR. Tu dis, ok, 1080, je suis à là. Je mets ma 2080, ah bah j'ai gagné à peu près, vous voyez pas, mais c'est genre 45%. Je vais le mettre ici, c'est comme genre, ah j'ai gagné 45% de performance en plus. Ah génial. Peut-être, ça sûrement. Mais à mon avis, si tu n'avais pas l'anti-aliasing quand tu étais à 100 FPS, que tu passes à 140 avec la 2080, et que tu actives le DLSS qui est censé remplacer l'anti-aliasing et du coup alléger la charge sur ta carte graphique et sur tes CUDA-Core et la mettre sur les Tensor Core, bah du coup si tu l'avais pas avant, t'auras pas ce gain en performance si avant tu n'utilisais pas l'anti-aliasing. Si tu avais un anti-aliasing x8 sur ta 1080 et que tu avais genre ce nombre de FPS ici, parce que l'anti-aliasing en 4K ça bouffe à mort, que tu mettes à 2080 toujours avec l'anti-aliasing x8, oui, tu vas gagner un petit peu quand même, parce que tu es sur la nouvelle architecture, blablabla, c'est un petit peu plus puissant. Et puis là, tu remplaces l'anti-aliasing x8, donc tu l'enlèves et tu mets le DLSS. Ah bah forcément, là tu vas gagner genre... Tu vas plus que doubler ton nombre de FPS. Tu viens d'enlever un anti-aliasing x8
qui est extrêmement gourmand en performance sur le truc qui calcule tes graphismes, et tu le remplaces par un truc qui est aussi bien d'un point de vue graphique, mais qui est calculé par une toute autre partie de ton GPU, par les Tensor Core. Du coup, bah forcément, tu vas gagner en performance, parce que du coup, ta base de GPU, elle, va pouvoir calculer plus de trucs. Mais si t'as pas l'anti-aliasing, à mon avis, ce boost en performance, tu peux te le fourrer dans le cul jusqu'au coude, clairement. Voilà. Puis en 4K, avoir de l'anti-aliasing, c'est un peu stupide. Parce que c'est déjà pas beaucoup aliasé. Il y a quasiment zéro crénelage. Donc voilà, beaucoup de choses, beaucoup de questions sans réponse de la part de Nvidia suite à ces graphiques. Parce que là, ça veut tout et rien dire. C'est la porte ouverte à n'importe quoi. C'est la porte ouverte à n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut faire des tests extensifs, dans tous les sens. D'ailleurs, il y a même un autre graphique qui est sorti, qui cette fois-ci a un petit peu plus... J'essaie de trouver un bon... Ouais, ça c'est pas mal. Ils ont sorti un autre graphique qui du coup essaie de montrer les performances des shaders de Turing versus Pascal. Du coup, sans prendre en compte le ray tracing, sans prendre en compte le DLSS. Là, c'est un graphique qui a peut-être un petit peu plus de sens. Mais encore une fois, ça à prendre avec des pincettes parce qu'on n'en a absolument aucune idée. On ne sait pas les options graphiques dans lesquelles c'est fait. On sait absolument rien. On sait juste que ça a été tourné. Oh non, c'est juste. C'est juste. Il y a un embargo apparemment sur cette image jusqu'au 14 septembre. Mais tout va bien. Videocards, là, révélé pour nous. Mais apparemment, il y a un embargo sur cette image jusqu'au 14 septembre. Mais ça, c'est un graphisme qui a un peu plus de sens. Parce que là, on compare les performances des shaders, donc juste les shaders, entre Pascal et Turing. Sans prendre en compte les Tensor Core, sans prendre en compte le ray tracing. Et apparemment, ben voilà, Turing a plus de performance par cœur que Pascal, ce qui résulte en un boost de performance par rapport à l'ancienne architecture. Ça, à mon avis, c'est des chiffres idylliques parce qu'on est entre 50 et 60% de performance en plus. À mon avis, ça va pas être autant. Mais là, déjà, ça a un petit peu plus de sens et je trouve que ça... Voilà. Les prix seraient justifiés si on a un boost en performance qui serait à la limite même la moitié de ça. Ça pourrait justifier les 20%, 30% en plus. Parce qu'on aurait 30% de performance en plus. Voilà. Mais c'est pour ça que non, ne pas précommander les RTX 2080. Il y a beaucoup de tests à faire. Premièrement, sur les jeux, premier test à faire, sur les jeux qui n'ont pas RTX, donc le ray tracing ou le DLSS. C'est quoi les performances, les gains en performance sur la nouvelle génération? Donc clairement, ça c'est les performances des shaders. C'est quoi le gain en performance? Est-ce que, deuxième test, est-ce que les cœurs des RT cœurs sont utilisés même s'il n'y a pas de ray tracing? Est-ce qu'ils sont utilisés pour calculer les shaders ou autre chose si le jeu n'a pas de ray tracing? Ce qui pourrait expliquer du coup avoir encore un boost un peu supérieur en performance. Parce que si, quand le jeu n'a pas de ray tracing, au final tu utilises tout ton chipset, que ce soit les CUDA Core, les RT Core ou les Tensor Core, bah du coup là tu aurais quand même un boost pas mal en performance. Ça serait pas mal significatif. Est-ce que c'est le cas? À tester. Est-ce que si le jeu a du ray tracing, si le jeu n'a pas de ray tracing, les RT Core sont utilisés? Si le jeu n'a pas de DLSS, est-ce que les Tensor Core sont utilisés? À tester. Donc il y a déjà la comparaison standard du shader versus shader sur les jeux classiques qui n'ont aucune technologie Nvidia. Ensuite, il y a les jeux qui ont le ray tracing. Est-ce que du coup, désactiver le ray tracing, c'est quoi ton boost en performance? Ça devrait être similaire à ce que tu as sur les jeux sans ray tracing. Si tu actives le ray tracing, est-ce que tu as un boost en performance ou est-ce que tu as juste un boost en qualité visuelle sans impact sur les performances? Est-ce qu'en activant le ray tracing, tu as un énorme boost en qualité visuelle? Et est-ce que tu as un impact sur les performances ou pas en activant le ray tracing ou pas du tout? Ou pas du tout? Parce que tu pourrais avoir un impact sur les performances négatifs si les cœurs de ray tracing étaient utilisés pour calculer les shaders quand il n'y aurait pas de ray tracing. Si, quand le ray tracing est désactivé, tu utilises ces cœurs qui ne font rien pour calculer des shaders, du coup ça booste les performances de ta carte, ça booste les perfs.
Si quand tu actives le ray tracing, bah, du coup, ces cœurs-là sont plus utilisés pour calculer des shaders, mais juste pour calculer le ray tracing, bah, tu vas peut-être avoir une baisse en performance. Tu vois, ça, c'est des trucs qu'on ne sait pas. Mais si les cœurs sont pas utilisés, bah, du coup, tu n'auras pas de baisse en performance. Mais par contre, tu n'auras pas un gain aussi énorme en performance quand le ray tracing n'est pas activé. C'est le bordel. Pareil, le DLSS, au final, est-ce que si tu joues sans anti-aliasing et que tu l'actives, est-ce que tu as un boost en performance ou est-ce que tu as juste un boost en qualité? Si tu actives l'anti-aliasing, tu auras une diminution en performance, mais si tu remplaces ça par le DLSS, du coup, tu auras plus de perf, mais avec une meilleure qualité. Il y a plein de tests qui peuvent être faits, c'est le bordel, et j'espère qu'il y aura des gens qui feront tous ces tests-là, moi compris. Voilà. Je vais essayer d'en faire le maximum possible. Donc bref, beaucoup de tests à faire. Ancien jeu, sans ray tracing, sans DLSS, c'est quoi les performances? Nouveau jeu avec le ray tracing. Si je désactive le ray tracing, c'est quoi mes perfs? Si j'active le ray tracing, c'est quoi mes perfs? Si j'active le DLSS, c'est quoi mes perfs? Si je désactive le DLSS, c'est quoi mes perfs? Plein de trucs à faire. Plein de trucs. Moi, ma principale question, c'est si ton jeu a le ray tracing et que tu le désactives, le DLSS et que tu le désactives, est-ce que tu as des performances en plus parce qu'ils vont utiliser ces cœurs qui ne sont pas utilisés par le ray tracing et par le Tensor Core pour calculer des shaders? Voilà. C'est genre au final, est-ce que quand tu joues à un jeu standard, tu as deux parties de ton GPU qui font rien? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tes RT cœurs se touchent la nouille et tes Tensor Core se touchent la nouille quand tu joues à un jeu qui n'a pas ces fonctionnalités? Ce qui en soi serait un peu con, parce que c'est comme si tu te mettais une croix sur des performances en plus, mais ce qui serait intelligent pour pas descendre les performances quand tu actives ces options. Voilà. C'est genre, c'est à double tranchant. C'est con parce que tu perds des performances, parce que tu n'utilises pas l'intégralité de ton GPU, mais si tu actives le ray tracing et le DLSS, ben c'est bien parce que du coup tu perdras pas de performance parce que bah, ces trucs sont pas utilisés de base. Voilà. Voilà. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. La fin des GTX, je ne sais pas pour quand ça va être. Bon, puis la dernière du coup news que je vais vous parler par rapport à Nvidia, après on va s'arrêter. Euh, on va s'arrêter de parler d'Nvidia. Je vais certainement faire une vidéo dédiée où je parlerai de ces problèmes-là qui devraient venir certainement la fin de semaine prochaine, donc là le week-end. Je vais essayer de faire une vidéo dédiée où je vais parler justement de tout ce que je vous ai dit en live, faire un condensé de 5-10 minutes où je parle des problèmes, puis des questions, puis des graphiques que Nvidia a donnés, etc., etc. Mais la dernière news, c'est de attendre le 14 septembre. C'est le jour de l'embargo sur les tests. Tous les tests, tous les gens qui peuvent avoir des cartes avant, donc toute la presse spécialisée et les testeurs, pourront sortir leurs tests à partir du 14 septembre. Donc le 14 septembre, on pourra commencer à avoir des vrais benchmarks sur les nouvelles cartes de Nvidia. Donc ne prenez aucune décision hâtive avant ça, voire même attendez un peu après, parce que histoire de voir plusieurs benchmarks. Mais voilà, on va avoir le cœur net sur les performances de ces cartes, en tout cas commencer à avoir un peu plus d'informations à partir du 14 septembre. Voilà, ça clôt un petit peu le chapitre Nvidia. Ça clôt un petit peu le chapitre Nvidia pour l'instant. Si tu n'utilises pas le ray tracing ni le super sample, est-ce qu'il y a intérêt à ces cartes? Bah, grande question, c'est ça. C'est genre, ça dépend, on va voir comment elles performent par rapport à l'ancienne génération. Si tu as un boost significatif en performance, même sans le ray tracing et sans le super sampling, ça peut valoir le coup. Bah, peut-être pas par rapport à la génération 10, mais par rapport à la génération 8 ou 9, enfin 7 ou 9, ça peut valoir le coup. Mais voilà. Ça fait 50 minutes que tu parles d'NVIDIA. Non mais oui, là on va partir sur du Intel. Les prix et les dates pour les nouveaux corps i9 9900K et 9700K. Donc les premiers prix qui ont leak, c'était sur un site chinois, je pense. Je ne suis pas sûr sur quel site c'était. Un site étranger, il y a les prix qui ont leak. Et le i9 9900K était aux alentours des 560 euros, 570 euros. Et le i7 9700K était aux alentours des 450 euros. Voilà. Donc c'est les premiers prix. Donc des processeurs qui vont être assez chers. Comparé aux 350-360 euros du
8700K, passer à 430 euros, 440 euros, c'est assez cher. Après, la deuxième info, c'est que c'est censé sortir peut-être le 7 septembre. Ça serait assez douteux parce qu'on les attendait pour le 1er octobre. Mais il y aurait une date sur les 2 pages qui étaient cachées des sites qui indiquait une première disponibilité le 7 septembre. Ce qui est un petit peu étrange. À voir. Ça se trouve, on verra ces prochains GPU très récemment, plus récemment que prévu. Voilà. Et c'était sur un site néerlandais, apparemment. C'était sur un site néerlandais. Mais, deuxième news, il y a un autre site qui a leaké ses prix sur un site tchèque. Donc cette fois-ci, c'était des prix en couronne tchèque, qui ont également fuité un petit peu. Et cette fois-ci, on avait également le prix du i5 9600K. On avait toujours les prix du 9900K, du 9700K, mais aussi de l'i5. Et converti de la couronne tchèque à l'euro, ça donnait 542 euros pour le i9, 426 pour le i7 et 290 pour le i5. Ce qui est un tout petit peu inférieur à ce que donnait le site néerlandais, mais du coup, c'est quand même pas mal proche. Genre, on est à 10-15 euros près, ce qui veut dire que ça va être dans ces ordres de prix-là. On va être environ à 540 euros pour le i9, 430 pour le i7 et 290 pour le i5. Merci d'hoster le stream. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et pour continuer sur ces processeurs-là, eux, par contre, ils donnaient pas la date. Ils donnaient pas la date. D'ailleurs, pour les i9 et les i7, ça a été confirmé par Intel qu'il y allait avoir des die et des IHS qui allaient être soudés. Là, ça a été complètement confirmé par Intel. C'est plus des rumeurs, c'est plus des spéculations, ça a été confirmé. L'IHS va être soudé au die sur le i9 et le i7, mais pas forcément sur le i5. Voilà. On a également des performances, un premier benchmark pour ce i7 9700K qui a été overclocké. Merci à Pies pour host le stream pour un viewer. Pas mal. Un viewer, c'est toujours ça. Voilà. Donc, overclocké à 5.5 GHz, donc gigahertz, en water coolé, bien évidemment. Ça tourne sur certainement un water cooling custom ou un très très gros all-in-one. Mais ils ont réussi à overclocker le i7 à 5.5 GHz sur une carte mère en Z370. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nouveaux processeurs 9700, 9600 et 9900, et également ceux qui sortiront après, les un peu plus bas de gamme, 9500, etc., 9400, seront compatibles avec les chipsets 370 et également 390, mais aussi 360, etc. C'est compatible avec toute la gamme de chipsets 300. Voilà. À couvert, je pense, d'une petite mâche du BIOS sur les plateformes un petit peu plus anciennes, potentiellement. Voilà. Mais c'est compatible avec les chipsets 300 de chez Intel. Il n'y a pas besoin forcément de changer de carte mère pour avoir ces processeurs-là. Mais ils vont quand même sortir un nouveau chipset qui est le Z390 en même temps que les pros. Donc, overclocké à 5.5, ça c'est la confirmation comme quoi ça va être soudé. Interface thermique, matériaux de l'interface thermique soudé. Bref, overclocké à 5.5 et la partie intéressante c'est qu'ils ont pu faire tourner Cinebench et du coup avoir des benchmarks de ce petit i7 9700K. Donc bien évidemment avec 16 Go de DDR4, etc., etc. Et donc sous Cinebench, on avait un score de 250 points en performance simple cœur et 1827, il me semble bien, en multicœur. Voilà, ce qui un petit peu passe devant ce que fait AMD avec le Ryzen. Le Ryzen 7 2700X, je pense, est à 1750 points, quelque chose comme ça. Environ 1750 points à mon avis. Vous pouvez vérifier cette information, mais j'en suis quasiment sûr. Le 8700K, donc la génération d'avant, le 8700 Coffee Lake, est à 1600 points, je pense. Donc on a le 8700 qui est à 1600 points. Le
Et je vais essayer d'ouvrir ça. Non, c'est pas marqué là-dessus. Le 8700 qui est aux alentours des 1600 points, le Ryzen 7 2700X qui est aux alentours des 1750, et du coup le 9700 qui prend le haut du panier avec un score à 1827. Si je peux trouver les scores exacts, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Alors, tac, tac, tac. Laissez-moi, voilà. Là, j'ai un benchmark avec les scores exacts. Donc, ce que je disais, 1827, ok. Ryzen 7 2700X, 1800. On est très proche. Je le plaçais plutôt à 1750. Et par contre, le i7 8700K, oh, bien plus bas que ce que je pensais, puisqu'on est seulement à 1425. 1425. Mais c'est la version stock. Hein. Là, il faut compter que celui-là, il est overclocké à 5.5 GHz. Hein. Ce qui, du coup, n'est pas le cas de tous les autres. C'est-à-dire que celui-là, il n'a pas été overclocké, celui-là n'a pas été overclocké. Si on overclock le Ryzen 7, bien évidemment, il explose le 9700K. Si on overclock le 8700K, il va être bien plus proche que ça du 9700. Voilà. Il va falloir attendre d'avoir également des tests et des benchmarks avec la version stock, genre la version non overclockée comme un bâtard à 5.5 GHz du 9700K. Mais ça présage des très bonnes performances. Je pense qu'il va se placer aux alentours du Ryzen 7 1800X, grosso modo. Sachant que le 8700 est à 1425, je pense qu'il va se placer aux alentours des 1550, 1600, quelque chose comme ça, sans overclock. Peut-être 1600, 1650, voilà. La news suivante concerne Steam. Steam. Hop là, je me suis trompé. Ça concerne Steam avec apparemment des jeux DirectX qui seraient jouables sous Linux grâce au Steam Play. Voilà. Valve travaille très fort en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Valve travaille très fort sur le portage de l'ensemble des jeux Steam ou de l'ensemble ou d'une grosse majorité des jeux DirectX sur Linux. En gros, ils travaillent sur un espèce d'outil de portage ou outil de compatibilité qui permettrait de jouer à n'importe quel jeu sur n'importe quelle plateforme. En tout cas, que ce soit Linux ou Windows, je pense. Je ne sais pas si Mac est compris là-dedans. Et ils ont sorti cet outil en bêta, qui est intégré à Steam Play, qui s'appelle Steam Play Proton. Voilà. Et apparemment, c'est une version modifiée de Wine, qui est un logiciel qui permettrait de faire tourner des programmes Windows sous Linux, et qui du coup apporte beaucoup de modifications sur les API graphiques, et qui rajoute le support de DirectX via une modification de Vulkan. Vulkan qui est une API qui tourne particulièrement bien sous Linux. Donc ils utiliseraient ça comme base pour créer une grosse compatibilité DirectX sous Linux et ainsi pouvoir faire tourner tous les jeux DirectX sous Linux. Et il y aurait il y aurait déjà une petite quantité de jeux, ou en tout cas une quantité assez limitée, mais c'est déjà un bon début, de trucs qui pourraient tourner sous Linux alors qu'ils sont sous DirectX. Donc parmi les plus connus, on a Doom 2, Fallout Shelter, Final Fantasy VI, Magic the Gathering, Mountain Blade, Nier Automata, Payday, Quake, Stalker, un vieux jeu très bon, Star Wars Battlefront 2, pas mal, Taken 7, et 2 jeux de la série des Warhammer 40K, Dawn of War, Dark Crusade and Soulstorm. Donc, pour l'instant, la liste n'est pas très longue, mais l'outil est encore en bêta, il travaille dessus, etc. Mais ça peut être un excellent point, et je trouve que c'est bien que Valve fasse ça. Genre qu'ils essayent de pousser dans cette direction-là, c'est une excellente chose, et je trouve que c'est une excellente initiative également de pouvoir rendre des jeux compatibles seulement sur Windows à cause de DirectX, compatibles Linux. Voilà. La prochaine news concerne FreeSync. FreeSync avec un twist hallucinant qui permettrait d'avoir FreeSync sur des cartes GTX de chez Nvidia, ou plutôt d'avoir FreeSync qui soit activé et fonctionnel, même si on a une carte Nvidia. Alors, c'est à prendre avec des petites pincettes parce qu'il y a plusieurs conditions à respecter pour que ça puisse marcher. Donc,
c'est un utilisateur de Reddit qui s'appelle ServeFate qui a posté les étapes pour avoir FreeSync avec un GPU GeForce GTX, notamment avec une 1060 parce que c'est le GPU avec lequel il a pu essayer, je pense que c'est celui qu'il possède. Donc il a posté ça sur Reddit, ça a été un petit peu vérifié, il y a plusieurs personnes qui ont essayé. WCCF Tech a également fait un test et une vidéo là-dessus où ils essayaient d'appliquer cette méthode et il semblerait que ça fonctionne plutôt pas mal, mais la plus grosse contrainte, c'est que pour que ça fonctionne, vous avez besoin d'un APU de chez Ryzen. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un processeur de chez Ryzen avec un chipset graphique intégré. Donc ça, c'est la principale condition c'est la principale condition pour pouvoir avoir FreeSync avec une carte Nvidia. En plus d'avoir un écran FreeSync. Donc, les étapes sont assez simples. Il suffit, donc je vais juste ouvrir le post Reddit. Mais grosso modo, pour vous résumer, il faut avoir un APU Ryzen, donc potentiellement un Ryzen 5 2200G, un Ryzen 5 2400G, avoir un écran FreeSync, bien évidemment. Il faut ensuite connecter son écran à sa carte mère et non pas à sa carte graphique, chose très importante et non intuitive, parce que généralement quand tu as une carte graphique, que tu veux que ce soit ta carte graphique qui du coup gère ton écran, tu connectes ton écran sur ta carte graphique et non sur ta carte mère. Mais là, du coup, tu connectes ton écran sur ta carte mère, tu actives l'APU Ryzen dans le BIOS pour que ce soit lui qui gère la sortie vidéo. Et après, dans le panneau de configuration NVIDIA, tu forces l'utilisation de la carte graphique sur les jeux. Parce que du coup, tu auras l'option dans le panneau de configuration NVIDIA, tu auras l'option est-ce que tu veux utiliser l'APU ou est-ce que tu veux utiliser ton processeur graphique. Et donc tu forces l'utilisation du processeur graphique, tu lances ton jeu, ce qui fait que la carte va calculer toutes les images du jeu, va envoyer ça à la carte mère et à l'APU, qui va traiter ça et qui va les sortir sur l'écran. Du coup, c'est comme il y a un intermédiaire du coup entre ta carte et l'écran. Parce que tes images sont envoyées de ta carte graphique via le port PCI Express à ta carte mère, puis l'APU les récupère et les envoie à ton écran, sauf que du coup, comme l'APU est compatible FreeSync, il va se synchroniser et il va synchroniser le framerate de l'écran à la sortie du nombre d'images par seconde, ce qui fait que FreeSync sera activé et tu n'auras du coup aucun déchirement d'image et tu auras ton taux de rafraîchissement variable avec une carte graphique Nvidia, mais en ayant un panneau FreeSync et non G-Sync qui coûte beaucoup moins cher. Le truc, c'est que du coup, comme tu as un petit intermédiaire, tu as une petite perte de performance d'environ 10%, 5 à 10% sur les jeux. Parce que tu as un intermédiaire et tu ne branches pas ton écran directement sur ta carte graphique. Voilà. Pour ceux qui se demandent, FreeSync, c'est l'équivalent de G-Sync pour Nvidia. Donc c'est un truc qui te permet d'avoir un écran qui se cale au taux de dont le taux de rafraîchissement se synchronise et se cale avec le nombre d'images par seconde sur ton jeu, histoire que ton écran se rafraîchisse exactement chaque fois que tu as une image. Et comme ça te permet d'avoir un jeu où il n'y a aucune désynchronisation et aucun déchirement de l'image. Donc c'est la version la mieux de V-Sync. V-Sync, la synchronisation verticale, c'est genre ça marche pas trop mal, mais bon, c'est pas fou. FreeSync et G-Sync, c'est juste du V-Sync poussé à l'extrême et qui marche extrêmement bien et qui est extrêmement fluide. Voilà. FreeSync, c'est pour AMD, ça marchait juste avec les cartes AMD, et G-Sync, c'est ce qui est censé marcher juste avec les cartes Nvidia. Sauf que les écrans compatibles G-Sync sont bien plus chers qu'un écran FreeSync parce que Nvidia fait payer la licence G-Sync aux marques, donc du coup c'est genre pour un écran G-Sync, c'est 100 à 200 euros de plus par écran. Alors que du coup, tu as des écrans FreeSync qui sont beaucoup moins chers. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir faire marcher FreeSync avec un écran FreeSync et avec une carte graphique Nvidia. Comme je vous disais, les étapes, étapes très très basiques. Regardez ça. Étape très très basique. Étape très très basique. Donc avoir un APU de chez AMD,
utilisez le panneau de contrôle NVIDIA pour forcer l'application ou le jeu à faire le rendu avec la 1060 plutôt qu'avec le Vega 8 ou Vega 11 que vous avez sur l'APU. Et ensuite, lancez votre jeu et vous avez FreeSync. Voilà. Et puis là, il y a des étapes un petit peu plus détaillées. Si vous voulez voir la vidéo ici, notamment, je vais vous montrer les parties où il montre le taux de rafraîchissement. Là, par exemple, il est sur un taux de rafraîchissement fixe. Et là, je pense qu'il montre un taux de rafraîchissement variable quand il tourne sur l'APU. Là, il tourne sur l'APU, il a un taux de rafraîchissement variable. Et là, je pense qu'il tourne sur sa carte graphique. Non, et là, il tourne sur la carte graphique sans avoir activé l'APU. Donc, un taux de rafraîchissement fixe. Il est à 144 Hz, ce qui du coup montre que FreeSync n'est pas activé. Mais par contre, dès qu'il se branche sur l'écran, sur la carte mère et non plus sur la carte graphique, je vais essayer de voir où est-ce que c'est. Voilà, un taux de rafraîchissement variable. Donc FreeSync est bien activé. Et le taux de rafraîchissement de l'écran est synchronisé avec les FPS, même s'il a une carte NVIDIA. Juste parce que du coup il a un APU Ryzen et qui branche son écran sur la carte mère, que les images sont rendues par la carte graphique, envoyées à l'APU et que l'APU se synchronise avec FreeSync et avec l'écran. Par contre, comme il le disait, il y a une petite perte en performance. Comme vous voyez, il passe de 74 à 72 FPS pour un pourcentage minimum et FPS moyen 110 à 102. Voilà. C'est une petite perte. C'est une petite perte. Je pensais que les RTX fonctionnaient avec les écrans FreeSync avec G-Sync. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Si tu as une carte graphique NVIDIA, que tu as un écran FreeSync, ça marchera pas. Ça marchera pas du tout. La dernière news qui concerne Devil May Cry 5, qui du coup a été un petit peu plus annoncé à la Gamescom. Et je peux vous dire qu'on a un jeu qui, à mon avis, va poutrer des ânes dans tous les sens. Ça a l'air d'être un excellent jeu. J'ai joué à Devil May Cry 3, 4 et au remake qu'ils avaient fait, Devil May Cry, juste comme ça, le nom court, qu'ils avaient sorti 3-4 ans après le 4. Ça fait 4-5 ans que la série n'a pas sorti de jeu. Et ils reviennent avec un opus qui a l'air de clairement claquer des culs. Il y a une vidéo de gameplay qui a été faite à la Gamescom qui dure 15 minutes. Le jeu a l'air clairement très 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 bon. Il a l'air aussi plutôt beau, intéressant, réactif, dynamique. C'est sûr, ça reste du beat'em all. Donc il faut aimer le genre, il faut aimer taper sur une grosse quantité de monstres, faire des combos dans tous les sens, avoir un gros feeling de puissance et affronter des boss qui font 8 fois ta taille à travers des cinématiques qui en jettent toutes plus les unes que les autres. Donc je vais essayer d'avoir une partie un petit peu combat. Mais voilà, un gros jeu qui a l'air somme toute très très intéressant et par contre qui va sortir seulement l'année prochaine. Donc c'est annoncé pour le 8 mars 2019. Ça c'est la seule partie un petit peu dommage, mais bon. Au moins il est annoncé et au moins il va sortir. Comme vous voyez, c'est très très réactif. On a des gros effets. Voilà, encore le pistolet plus l'épée qui se charge de Neo, bien évidemment. Je ne sais pas si on pourra jouer Dante dans cet opus. Je ne pense pas. Je pense qu'on va juste jouer Neo. Mais ça risque d'être très très intéressant. Je vous invite à regarder la vidéo de gameplay. Elle est plutôt bien faite et donne un bon aperçu du jeu. Voilà. Des monstres qui font bien évidemment 8 fois notre taille. Puis bien évidemment, on chill tranquille, on lui parle. Et vous en doutez, on va lui exploser la gueule. On va lui exploser la gueule. À travers un combat qui va durer très certainement 5 à 10 minutes. Voilà, les combats sont toujours un petit peu longs sur Devil May Cry, mais hyper intéressants. Notamment les combats de boss sont toujours calculés au poil de cul et très scénarisés. Ils sont très scénarisés. C'est ça que j'aime beaucoup aussi également. Bref, je ne vais pas trop vous spoiler le jeu, donc on va s'arrêter là. Magnifique. On va s'arrêter là. Donc voilà, c'était tout pour ce Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. C'est vos questions, remarques en commentaire. Et sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.